Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Mon troisième livre, c'est une BD et Nighties en a déjà parlé, on va pas reparler, de La Passe-Miroir et la fiancée de l'hiver. Sauf que moi je vais parler de la BD parce que j'ai vu cette couverture, je l'ai vue une fois à la librairie, je suis passé retour à la librairie, je suis reparti avec. Voilà. Un stand-by. Alors, exactement, ouais, c'était un stand-by, je sais pas, cette couverture m'a attiré. Surtout que ça n'avait pas l'air de raconter la sempiternelle histoire d'une héroïne qui allait prendre l'épée et la torche pour aller affronter un dragon ancien. C'était un truc plus humain que ça. Et justement, on va en parler. Donc, sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit alors quitter sa famille et la suivre à la Citaciel, la capitale flottante du pôle. Spoiler, il y fait froid. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Déjà, première question, est-ce que vous appréciez les romans qui sont adaptés en bande dessinée ? Est-ce que c'est une initiative qui vous intéresse et surtout, est-ce que c'est aussi une initiative qui marche ? Parfois oui, parfois non, c'est probablement comme les films. Donc, c'est adapté du roman, La Passe-Miroir, qui est une œuvre en 3 tomes, et d'après les informations de Nighties, 4 tomes. D'après les informations de Nighties, on aura aussi 4 BD. La seconde BD est annoncée tristement sans date de sortie à ce jour. Il faut bien le temps de faire la qualité. Hein. Oui. Et j'ai trouvé que c'était une très belle lecture parce qu'on passe de couleurs un peu ternes, un peu papier, un peu papyrus sur le début du livre à des couleurs froides et déprimantes lorsqu'on arrive sur la terre de la Citaciel, sur laquelle il fait très froid. Et c'était vraiment une belle découverte. On est dans un univers qui est très inspiré clairement de l'époque victorienne, où on suit cette jeune femme qui peut lire le passé des objets. Et lorsqu'elle est enfermée de force au final dans cette Citaciel, où règnent des conflits politiques et des manigances pour créer des enfants ayant des multiples pouvoirs. C'est un environnement très particulier avec des personnages vraiment hauts en couleur et eux, ils prennent l'eugénisme comme si c'était une évidence. Ce qui crée vraiment une atmosphère extrêmement oppressante. J'ai vraiment été très attaché à l'héroïne, impliqué dans toutes ces manigances de la cour. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que les personnages sont très intéressants. Il y a une relation très amour-haine entre Ophélie et le fameux Thorn avec lequel elle va se marier. Qui crée des étincelles, et Thorn, c'est un personnage très énigmatique. Alors au début, je le pensais très c'est le beau gosse charismatique, obscur, etc. Mais en fait, c'est un personnage bien plus pragmatique que ça, et ça le rend intéressant. On n'est pas sur le beau gosse ténébreux à la Twilight, on est sur un personnage vraiment froid, calculateur, et pas si méchant que ça, je sais pas, il est douteux. Mais c'est ça qui le rend très intéressant, parce qu'en fait, on ne sait vraiment à aucun moment si c'est un allié ou un adversaire de l'héroïne. Et c'est très intéressant. Tandis que certains personnages sont clairement des adversaires, certains personnages sont clairement beaucoup trop barrés pour leur propre santé mentale. Et il y a ces alliés comme cette tante slash gouvernante qui suit l'héroïne partout, qui est insupportable, mais qui au final est un de nos rares piliers moraux dans ce joyeux bordel. Un mot sur l'apparence graphique de ce bouquin. Il est très beau, très coloré au final. J'avais peur que ce soit un gribouillis de froid, mais ils arrivent à faire des couleurs très diverses sur toute cette tenue hivernale, et les couleurs, je trouve qu'elles se voient. L'artiste a clairement maîtrisé les couleurs pour les différentes scènes. Pendant une fête, on voit des couleurs partout. Quand c'est une réception faite par l'espèce de grande méchante de ce premier tome, tout est très terne, très froid.
Il y a une différence claire entre la citatielle et le reste du monde. Enfin, tout est très cohérent visuellement. Et seul éventuellement le pinaillage, c'est qu'avec ce style graphique-là, quand on nous décrit le fameux Thorn comme étant un beau gosse absolu, honnêtement, à l'œil, on ne le voit pas. Enfin, voilà. Mais bref, moi je te dis, ah bon, c'est un beau gosse ce mec-là. Bref, parce qu'il est balafré de partout. Enfin, voilà, c'est dit, il a des blessures de guerre, tout le bordel. Enfin, voilà. Mais c'est une recommandation. Genre, vous voulez pas d'une œuvre sur laquelle vraiment c'est épée et dragon. Vous voulez un personnage qui est beaucoup plus intellectuelle que ça. Donc cette héroïne, c'est une héroïne vraiment très intellectuelle, intelligente, forte. C'est une femme extrêmement forte, qui se laisse pas faire, qui refuse les conventions et qui dit à tout le monde, je veux bien me marier parce que c'est pour le bien de ma famille, par contre pour tout le reste, niquez-vous tous, absolument. Et elle est géniale, cette héroïne. Elle est vraiment très bien écrite. Peut-être parfois même un peu trop... Elle est un peu trop géniale pour son propre bien, parfois. Mais voilà, c'est un personnage vraiment super cool, qu'on apprécie suivre. Et vivement la suite. Vraiment, vivement la suite. Je te comprends, je viens de finir, moi, le tome 3 en roman. Et j'ai juste hâte de lire le 4e maintenant pour voir la fin de l'histoire. Et tu vas adorer Thorn dans la suite. Ouais, il est très intéressant. Et les révélations de ce premier tome donnent vraiment envie de lire la suite. Mais voilà, par contre, j'étais vraiment... Tu pèteras un câble sur les révélations du 2e. J'ai vraiment trouvé intéressant que... alors, c'est comme beaucoup... Là, ça va avoir d'une critique négative, mais c'est pas le cas. C'est comme beaucoup de livres, de livres, notamment dans tout ce qui est catégorie roman fantasy, ou la nouvelle fantasy, où c'est des intrigues de cours, mais les persos ne font jamais de réelles intrigues de cours. C'est pas de l'épique fantasy à la Trône de Fer. Par contre, les manipulations des personnages sont dans cette BD sont vraiment malaisantes. C'est-à-dire que le défaut, c'est que notre personnage principal comprend qu'elle est elle-même une intrigue de la cour. Par contre, elle-même n'a aucun pouvoir. Elle ne peut rien faire. Elle peut juste observer et tenter de se rendre compte de ce dans quoi elle est manipulée. Je suppose que c'est pour, dans les prochains livres, les contrer, en espérant que ce soit le cas. Par contre, vraiment, tous les personnages... Enfin, les raisons qui amènent les personnages qui sont mauvais dans ce premier tome à être mauvais sont vraiment cool. Qu'est-ce qui fait rire la régie? la phrase. C'est pour ça que je me suis éclaté la figure sur du carrelage, c'est pour avoir une jolie cicatrice. Oh merde. Merci de ne pas recommencer, cette soirée à l'hôpital était pas un excellent souvenir. Bon, du coup, on vous recommande que ce soit la version roman ou la version graphique. Voir les deux si vous avez envie. Ouais. J'ai beaucoup apprécié cette lecture graphique parce que je trouve que l'univers s'y prête. Les personnages parlent beaucoup. C'est pas une. Par contre, ouais, c'est une BD verbeuse. Hein. Ça cause. Parce que voilà, c'est un roman plus intellectuel que aventuresque. Mais du coup, c'est super bien. Vraiment. J'approuve. J'ai hâte de lire la BD du coup. Parce que je n'ai pas. On fera un échange de bons procédés. Ça marche.